Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de vacances. Ce n'est pas un espace commentaire ou un format classique, mais comme on avait un peu de temps cette semaine, on s'est dit qu'on allait en profiter pour vous raconter une histoire spatiale qu'on trouve passionnante. Il y a quelques années, dans un dossier de l'espace, on vous a parlé du lanceur soviétique Energia. Un monstre de puissance qui devait notamment permettre à la navette Buran de décoller. Au cours de sa très courte vie opérationnelle, Energia a cependant connu une autre charge utile. Une arme spatiale colossale qui est certainement la plus puissante à jamais avoir été lancée. Bon, elle n'est jamais arrivée en orbite, probablement pour le meilleur. Un échec de son lanceur a fini par la voir s'écraser dans le Pacifique. On peut tout de même facilement imaginer que le monde spatial et peut-être même la géopolitique mondiale seraient différentes si ce vaisseau de plus de 90 tonnes, armé d'un laser d'1 mégawatt, avait pu trouver sa place en orbite. Voici l'histoire de Polius, le laser de bataille soviétique qui devait contrecarrer la guerre des étoiles américaine. Avant de plonger dans ce dossier de l'espace, un petit mot sur notre sponsor du jour, Holzkern. On va essayer de faire ça en 1 à 2 minutes, top chrono, et pour garder le compte, rien de mieux que ma magnifique montre en bois. Holzkern est une marque de montres et de bijoux pour hommes et femmes qui met en valeur des matériaux naturels. Le bois, la pierre, le nacre, les feuilles ou même les plumes. Cela offre à leur collection une apparence unique et très organique. Personnellement, je porte cette montre qui, je trouve, met très en valeur le bois dans lequel il est fabriqué. Et je suis sûr que vous avez aperçu la montre noire de Maxime en live, il ne la quitte jamais. Holzkern produit ses montres et bijoux en petite série à partir de bois labellisé FSC pour lutter contre la déforestation. Les livraisons sont très rapides et la qualité est au rendez-vous. Maxime porte sa montre en bois tous les jours en Asie du Sud-Est malgré la chaleur et l'humidité. Aucun signe de dégradation. Les collections montres et bijoux pour femmes offrent également des modèles splendides. Ma chérie porte par exemple cette montre. Pour les amateurs de belle mécanique, Holzkern propose également des montres automatiques. Les produits sont garantis 2 ans et vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur toute la boutique en ligne grâce au code HUGO. Si ça vous intéresse, je vous invite à suivre le lien en description ou sur le commentaire épinglé. Nous, on retourne à notre dossier de l'espace. L'expression guerre des étoiles n'est ici pas anodine. Pour se replacer dans le contexte de l'époque, il faut commencer par la Strategic Defense Initiative lancée par le président américain Ronald Reagan en 1983. Il s'agit d'un ensemble de nouveaux dispositifs qui devaient créer un bouclier antimissile autour des États-Unis. Une manière de s'affranchir de l'équilibre de la terreur et donc de placer les États-Unis en position de gagner la guerre froide. La SDI, pour faire court, avait un volet spatial qui a vite été surnommé le programme Guerre des étoiles. On était après tout en plein milieu de la trilogie originale de George Lucas. Il reposait sur une constellation de satellites qui auraient été armés de lasers ou de projectiles cinétiques capables de détruire les missiles balistiques avant qu'ils ne survolent le territoire américain. Le coût d'une telle constellation aurait été énorme et elle n'a jamais abouti, du moins jusqu'ici. La préparation de ce programme a tout de même été suffisante pour forcer les soviétiques à réagir. Et oui, dans une course à l'armement, ne pas disposer des mêmes cartes que son adversaire, c'est courir le risque de lui permettre un coup fatal. C'est ainsi qu'est né un programme en URSS destiné à détruire les satellites d'interception américains. Enfin, pas tout à fait. L'URSS travaillait déjà sur des armes laser spatiales depuis la fin des années 70. Ils se sont cependant rapidement rendus compte qu'intercepter des missiles balistiques serait trop complexe. Suite à l'annonce du programme Guerre des étoiles américain, ils ont donc redirigé cet effort vers un concept d'arme anti-satellite. Un laser lui-même placé en orbite qui pourrait détruire presque n'importe quel satellite ennemi. La différence entre l'initiative américaine et le programme soviétique est que la première est restée sur le papier, alors que le second a été conçu, construit et même lancé. Il aurait été opérationnel si un coup du sort ne s'en était pas mêlé. Alors concrètement, à quoi ressemble un laser pour faire la guerre dans l'espace ? Le vaisseau Polius était avant tout un prototype d'arme spatiale.
Il devait prouver que le concept fonctionnait et aurait ensuite probablement pu servir à minima à faire de la dissuasion. 37 mètres de long pour 80 à 90 tonnes. Pour vous donner un point de comparaison, James Webb, qui est lui-même un télescope gigantesque, ne fait que 20 mètres de diamètre pour 6 tonnes 5. Polius était tout en longueur et de forme aérodynamique. Il était en effet trop grand pour être installé sous une coiffe. Il devait donc être lancé, accolé à Energia, comme une navette. Il devait donc être capable de traverser l'atmosphère à grande vitesse, ce qui explique sa forme. Il ressemble plus ou moins à une fusée. Pour permettre une conception rapide, il utilisait des éléments issus d'autres programmes spatiaux soviétiques. Son tronc central était ainsi bâti à partir d'un module de station spatiale. La structure interne de l'arme n'est pas très bien connue. Programme soviétique secret oblige. Officiellement, comme beaucoup de satellites militaires, Polius était présenté au monde comme une innocente plateforme scientifique. Le satellite devait ainsi embarquer des instruments de mesure de l'atmosphère et de la ionosphère de la Terre. Bon, 80 tonnes et 37 mètres de long, ça paraît tout de même un peu démesuré pour ce type d'instrument. Le prétexte scientifique n'a pas bluffé grand monde. On trouve quelques infos sur la charge utile réelle du vaisseau sur internet. Elles viennent en majorité d'un article publié en 2005 par Konstantin Landratov, un ingénieur qui avait travaillé sur le programme spatial soviétique. Je vous le mets en description, c'est en russe, mais Google Translate fonctionne ici plutôt bien. S'il était parvenu à aller en orbite, Polius se serait débarrassé de sa coiffe pour déployer des panneaux solaires. La partie que vous voyez en haut aurait ainsi été une sorte de module de service, peut-être remplaçable. Il aurait ainsi pu se détacher pour laisser la place à un autre module, voire à la navette bourrade. La plupart des schémas disponibles laissent deviner une capsule de rentrée atmosphérique, à l'interface entre ce module et le reste du vaisseau. Peut-être un moyen de ramener des données ou les résultats d'une expérience sur Terre. Lors du lancement, il devait fournir la toute dernière poussée pour finaliser la mise en orbite. La partie principale du vaisseau était divisée en 3 segments. Un segment dédié à stocker les gaz nécessaires au fonctionnement d'un laser. Un segment dédié à la génération d'électricité et un segment nommé « équipements spéciaux ». Vous l'aurez deviné, c'est là que devait se trouver le laser en question. Celui-ci était apparemment un laser au dioxyde de carbone d'une puissance d'1 mégawatt. Il aurait été conçu par NPO Astrophysica, le leader soviétique des lasers de l'époque. Ce modèle de laser avait déjà fait l'objet d'une intégration à bord d'un avion Ilyushin 76 dès 1983. Les travaux de miniaturisation étaient déjà donc faits. Les lasers au dioxyde de carbone ont le mérite de pouvoir fonctionner à très forte puissance. En contrepartie, ils ont besoin d'être alimentés en gaz. Polius embarquait probablement des réserves assez importantes dans son segment dédié. Cela n'empêche qu'une fois ce gaz consommé, l'arme était inopérante. Si le vaisseau avait été placé en orbite, il n'aurait probablement pu mener que quelques tirs. C'est peut-être la raison pour laquelle le module de service apparaissait détachable. Cela aurait permis à Polius d'être ravitaillé. Pour faire fonctionner un laser d'1 mégawatt, il faut beaucoup de puissance électrique. Konstantin Landratov indique que c'est à ça que servait le segment central de l'arme. Il devait abriter 2 turbogénératrices d'une puissance d'1,2 MW chacune. Utiliser des turbogénératrices pour produire de l'énergie dans l'espace, c'est à ma connaissance inédit. Il n'est d'ailleurs pas certain que cette partie du vaisseau ait été fonctionnelle. Polius aurait ainsi pu être avant tout une plateforme d'essai destinée à tester tous les systèmes associés à une telle arme, mais sans être capable de tirer. Konstantin Landratov avance ainsi que pour le vol de 1987, le dioxyde de carbone nécessaire au fonctionnement du laser avait été remplacé par un mélange de xénon et de krypton, pour ne pas éveiller les soupçons des Américains. Cela aurait permis de tester le système de dégazage du vaisseau en prétendant mener une innocente expérience scientifique. Encore une fois, le problème du programme spatial soviétique, surtout lorsqu'il est militaire, c'est que les informations sont très rares et assez souvent contradictoires. À cause d'un lancement raté et du secret soviétique, on ne saura probablement jamais ce qu'il y avait exactement à l'intérieur de Polius. Ce qui est certain, c'est que le 15 mai 1987, il est devenu inutile de se poser trop de questions. Le gigantesque vaisseau a décollé, fixé au flanc de l'immense lanceur Energia. Pendant la première phase du vol, tout s'est bien déroulé. 460 secondes après le décollage, Polius s'est séparé d'Energia. 99% du travail était fait. Il manquait une dernière impulsion de quelques dizaines de mètres par seconde, fournie par le module de service. Seulement, comme on le voit sur les schémas du vaisseau, ce dernier se trouvait en haut. Polius devait donc faire une rotation à 180 degrés avant de le mettre à feu.
Il semble cependant que le vaisseau ait fait un 360 et que cette mise à feu ait donc été contre-productive. La vitesse orbitale n'a jamais été atteinte et l'immense vaisseau soviétique a fini par rentrer dans l'atmosphère. L'URSS n'a ensuite pas réitéré. Energia n'a connu qu'un seul autre lancement pour la navette Buran. La menace du programme Star Wars américain a fini par s'éloigner et la nécessité d'une contre-mesure s'est donc faite moins forte. La dislocation de l'Union soviétique a eu lieu seulement 4 ans après le vol de Polius, et on en est donc resté là, probablement pour le meilleur. L'histoire des armes laser dans l'espace n'est peut-être pas finie pour autant. On commence à trouver de nombreux lasers de faible puissance en orbite pour les télécommunications. Ils nécessitent des contraintes bien moins fortes en termes d'alimentation électrique et de refroidissement. Au sol, les armes laser ont de plus en plus la cote, notamment pour lutter contre les drones et les missiles. Il y a quelques années, la Chine a évoqué la possibilité d'adjoindre un laser de forte puissance à sa nouvelle station spatiale, officiellement pour lutter contre les débris orbitaux. Les forces armées américaines publient régulièrement des travaux de recherche sur des armes spatiales basées sur des lasers. Avec l'arrivée de nouveaux lanceurs de forte puissance et le comportement de plus en plus agressif des uns et des autres en orbite, les idées qui ont permis le développement de Polius pourraient donc refaire surface. La perspective que l'orbite terrestre devienne au cours du siècle un nouveau champ de bataille est de plus en plus réelle. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à profiter de l'offre de notre sponsor avec le code de réduction Hugo via les liens en description ou en commentaire épinglé. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée et bonnes vacances pour ceux qui en ont. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.